Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde qui s'intitule Le corps urbain en changement. On va parler de ville, on va parler de gentrification, on va parler d'urbanisme avec 4 auteurs que je vous présente. À ma gauche, à l'extrême gauche, Maryse Andraos, qui a publié le roman Sans refuge, son premier roman aux éditions Remue-Ménage. À côté de moi, Kevin Lambert, qui a publié Que notre joie demeure chez Héliotrope. C'est son 3e roman. À ma droite, l'extrême droite, Cab, qui a publié, comment tu prononces ça? Utan et non pas Utan, aux éditions Nouvelle Adresse. C'est une bande dessinée. Ça pourrait aussi presque être c'est comme un roman illustré, là. C'est une bande dessinée, enfin. Et à ma droite ici, Stéphane Boyer, qui n'est pas l'humoriste maire de Laval, mais qui est le vrai maire de Laval, qui est avec nous, et qui a écrit un essai. Alors lui, c'est le seul non-romancier du groupe. Il a écrit un essai Des quartiers sans voiture, de l'audace à la réalité, aux éditions Somme Toute. Alors, tout ce beau monde-là parle de la ville, de l'urbanisme, de la métamorphose de la ville. Puis on va en discuter, même s'il y a un essayiste, une BDiste et 2 romanciers. J'espère que vous allez m'accepter. C'est ça. Bienvenue dans le merveilleux monde de la littérature. Il y a beaucoup de points en commun dans vos livres. Alors, on va réussir à avoir une discussion très chouette, je pense. Et comme la ville est au cœur de vos 4 livres, moi, j'avais le goût de commencer en faisant un petit tour de table pour vous demander à chacun votre rapport à la ville. Comment vous voyez la ville? Un rapport d'amour, de haine, un rapport mitigé. Je commencerai avec toi, Cab. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis née à Montréal. Je suis une vraie de vraie insulaire. Je suis née dans Hochelaga. J'ai resté presque toute ma vie dans Hochelaga. C'est un quartier que j'ai vu changer lentement et rapidement à la fois. Puis, j'aime beaucoup ma ville. Puis, j'ai hâte d'en parler. Toi, Kevin, tu n'es pas né à Montréal. Tu es né à Chicoutimi. Tu as grandi là. Tu es arrivé ici pour tes études universitaires. Donc, ton rapport est sûrement différent à la ville. Là. Entre ce que ton fantasme de la ville était et la réalité, ça s'est passé comment? Ouais, moi, j'ai un problème d'attachement un peu à Montréal. J'ai du mal à développer un attachement. J'ai pas de souvenirs d'enfance ici, ni rien. Puis je trouve que, je trouve que ça... Je ne suis pas une personne très urbaine non plus, puis on dirait que je ressens vraiment fortement la violence des villes, le bruit, les inégalités qui sont beaucoup plus visibles que quand tu viens de la région. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en région, là, mais je pense qu'ils apparaissent différemment dans le réel. Après ça, je trouve que climatiquement, Montréal, c'est horrible. T'as comme le pire de l'été, le pire de l'hiver, la glace, les canicules. Fait que non, c'est pas une ville que j'aime tant que ça, mais j'ai du mal avec les villes en général. OK. Bon, c'est clair, c'est dit. J'irai avec toi, Maryse. Ouais. Parce que toi, tu as grandi en banlieue. Oui, j'ai grandi en banlieue. Ouais, mes parents sont séparés. Ma mère vivait à Montréal, donc quand même assez rapidement, j'ai été urbaine. Là, en fait, moi, j'ai vraiment un rapport d'amour-haine plus à la ville. Là. Ça oscille. Je veux tout le temps en partir, mais finalement, j'y reste. Là, j'ai choisi d'y rester. En fait, c'est vraiment les gens dans la ville. C'est ça qui... c'est les possibilités aussi pour avoir une vie d'artiste. Je trouve que c'est vraiment plus possible en ville. On est plus proche de tous les autres artistes. On est plus en communauté. Je pense que c'est quelque chose qui est assez présent dans mon livre aussi, cette idée de la communauté qu'on retrouve en ville, alors qu'on est davantage dans l'isolement, la cellule unifamiliale dans la banlieue. Même en région, j'ai essayé de vivre un peu en région pendant la pandémie, comme tout le monde. Puis c'est ça, en fait, c'est qu'on s'en sort pas si on n'est pas dans une cellule de couple. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai vraiment choisi la ville, puis je suis capable de voir les choses belles, même dans ce qui est laid. Maintenant, je suis pas dans... c'est ça, j'arrive à tout apprécier. Mais pareil, quand j'écrivais mon livre, il y avait un chantier de construction en arrière de chez moi, vraiment bruyant. C'était la pandémie, je pouvais pas aller nulle part parce que tout était fermé. Puis mon livre s'appelle Sans refuge, fait que c'est quand même très drôle. Puis j'ai fini par fuir en campagne parce que c'était trop intense. Là. C'était un immeuble incendié qui se faisait démolir puis reconstruire. Fait que
C'est ça. Stéphane, toi, tu as un rapport particulier, bon, comme citoyen, mais aussi comme dirigeant d'une ville. Alors, c'est quoi ton rapport à la ville? Parce que si j'étais un peu plate, je pourrais te dire, bon, Laval, c'est une ville, mais c'est aussi une grosse banlieue. Mais bon, c'est une ville, hein? C'est une ville qui est construite différemment de Montréal. Mais bref, c'est quoi ton rapport? Bien, je vous dirais, la ville en soi, c'est quelque chose que je trouve paradoxal parce que dans une grande ville, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres, aussi nombreux physiquement. Mais en même temps, plus la ville est grande, souvent, plus on va être isolé aussi dans cette grande ville-là, plus on va devenir anonyme, moins on va parler à nos voisins, aux gens qui nous côtoient au quotidien. Donc, je trouve que la ville, c'est quelque chose de fascinant parce qu'on va vers la grande ville parce qu'elle répond à nos besoins, parce qu'il y a une synergie qui s'y crée au niveau de l'emploi, de l'éducation, de l'art. Puis en même temps, on devient un petit peu noyé dans un bassin d'anonymité. Mais au-delà de ce paradoxe-là, moi, ce que je trouve beau dans les villes, parce que pour moi, le Saguenay, Laval, c'est toutes des villes, c'est que la façon qu'on développe nos villes, la façon qu'on les aménage, qu'on construit, les choix qu'on fait en architecture influencent comment on se sent au quotidien, influencent notre quotidien. Et donc, c'est important de réfléchir comment est-ce qu'on veut justement créer nos villes, les développer. Et des fois, on est comme une grenouille dans l'eau froide. Si on ne se rend pas trop compte un peu des choses, mais quand on va en voyage, puis qu'on va dans un quartier, des fois, tout de suite, on a un coup de cœur. On se dit « Wow, j'aimerais ça, je vivrais ici ». Et à l'inverse, des fois, on va dans des endroits puis on se dit « Ah non, c'est stérile, c'est froid, non, ça me va pas ». Mais ça, ce regard-là, on le perd. Quand on est à un endroit, des fois, on a de la misère à apprécier ou non l'endroit où on vit. Et donc, pour moi aussi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se remettre en question pour réimaginer nos villes. Oui. Tu as dit quelque chose, tu as dit le mot développement. Je pense que c'est pas mal au cœur de plusieurs de vos livres, l'affrontement, le développement qui devrait être quelque chose de positif, puis qui devient quelque chose de négatif parce qu'il y a un jeu de pouvoir, puis il y a des perdants, puis il y a des gagnants. Puis j'ai l'impression que ces temps-ci, depuis quelques années, on reparlera tantôt là, de gentrification, tout ça, mais j'ai l'impression que ces temps-ci, puis tu en es peut-être un peu l'incarnation, Stéphane, il y a comme un retour du balancier où le pouvoir a été d'un côté, beaucoup, les promoteurs immobiliers, les gens qui avaient de l'argent, tout ça. Puis là, il y a des groupes qui émergent, des voix qui émergent, qui veulent se réapproprier la ville, qui veulent en refaire quelque chose de vivable. Et toi qui es au pouvoir, là, est-ce que tu as l'impression, parce que, bon, la ville de Laval, on le sait, elle a longtemps été dirigée par des gens qui étaient du côté de l'argent, du pouvoir, puis même des bandits. Là, il y a une nouvelle génération de maires qui arrive, des jeunes, puis on dirait qu'ils incarnent ça, là, le retour à des valeurs, à la communauté, au sens de la communauté. On veut marcher, on veut faire du vélo, on veut que ça soit vivable, on veut recréer une vie de quartier qui avait été perdue. Est-ce que tu sens que tu peux faire une différence, toi, à ce niveau-là, puis que tu peux vraiment changer les choses? Moi, mon plus grand constat, des fois, on pense que les élus ou le maire a une baguette magique, il peut juste décider et le demander, ça va arriver. Mon plus grand constat, c'est que la démocratie, c'est... En fait, tout le monde a un mot à dire sur comment les choses se développent dans une ville. Autant les citoyens, autant les fonctionnaires, autant même les élus. Moi, dans mon parti, on est plusieurs élus, on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes opinions. Et ce qui va émerger, au final, c'est un peu la confrontation de toutes les idées de tout ce monde-là, de l'actualité, de ce qui est dit dans les médias. Donc, c'est parfois un peu, pour moi, nébuleux, un peu comment on arrive à la ligne d'arrivée parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a décidé. C'est une confluence de facteurs, d'opinions, de gens qui ont eu leur mot à dire dans le dossier. Et des fois aussi, ce qui est difficile, c'est de comprendre l'impact de nos choix. Puis je donne un exemple. Si on regarde juste l'aspect de l'aménagement des villes, on va dire on va exiger comme ville que tous les stationnements soient souterrains parce qu'on veut un beau quartier. C'est pas beau un stationnement en surface. On va les cacher. OK. Mais ça coûte 50 000 construire une case en souterrain, contrairement à peu près 5 000 en surface. Donc, ça veut aussi dire que tes logements vont être plus beaux, mais ils vont être beaucoup plus chers. Donc, là, les gens qui vont s'y loger risquent d'être des gens plus fortunés. Donc, là, tu viens changer le tissu social. Et ce qui est difficile, je crois, c'est de comprendre tous ces enjeux-là pour essayer de prendre des décisions qui font du sens pour tout le monde. Parce que souvent, on a l'impression que les gens ordinaires n'ont pas leur voix au chapitre. Puis
On le voit dans ta BD aussi, Cam, c'est un groupe de gens un peu marginaux. Ils vivent dans un immeuble abandonné quasi insalubre qui va être démoli. Le pic des démolisseurs arrive, puis là, ils doivent se reloger. Puis c'est inspiré là, de toute l'histoire autour des lofts Moreau dans Hochelaga Maisonneuve. Et c'est un petit groupe de résistants, je dirais, mais tu as l'impression qu'ils n'en sortiront pas gagnants. Là. Je veux dire, c'est toute l'histoire d'un quartier qui se gentrifie, puis eux, c'est les derniers résistants qui s'accrochent. Puis est-ce que tu as l'impression que le pouvoir est complètement débalancé, puis c'était cette voie-là que tu voulais redonner aux gens? Oui, moi, je me suis intéressée à l'espace des artistes dans les quartiers en gentrification. On dit souvent que les artistes sont les premiers ou parmi les premiers à être chassés de quartiers qui vont être gentrifiés. Mais c'est les premiers qui font découvrir les quartiers, par exemple. Exactement. C'est un peu les canaris dans la mine, si on veut. Là. Puis dans le cas de ce qui est arrivé dans les Lofts Moreau en 2015, c'était un peu ça. Puis en faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte que c'était pas des squatteurs qui habitaient là, c'était des gens qui payaient dûment un loyer qui était quand même assez élevé, mais qui leur donnait l'occasion d'avoir une pratique artistique qui était difficile à faire dans d'autres conditions. Puis la différence, c'est que les Lofts Moreau n'ont pas été démolis. Ils sont encore là, ils ont été rénovés. C'est là que ça devient un peu... quand on s'intéresse à des immeubles en particulier, c'est là que ça devient un peu nuancé parce que cet immeuble-là était une ruine. C'est un immeuble qui avait absolument besoin de rénovation urgente, pas juste cosmétique. Fait que là, ça nous fait se poser la question, est-ce que... Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir ces espaces de vie-là, de création, dans un bon état, en gardant la mixité, puis en permettant aux artistes de rester là? Puis j'ai l'impression que c'est un point de rupture ou un point de désaccord qui est tellement dur à résoudre. Là. C'est vrai que l'immeuble était... C'est un nez à feu, en fait. C'est les pompiers qui sont venus fermer ça, mais c'était le résultat de 25-30 ans d'abandon presque de la part du propriétaire. Puis c'était presque volontaire. Oui. Kevin, toi, dans ton roman, ça tourne autour d'une grande architecte qui a un grand projet pharaonesque qui contribue à la gentrification d'un quartier. Il y a des manifestations, les gens s'opposent à ce projet-là. Bon, il arrive toutes sortes de choses à ta personnage principal aussi. C'est un peu une descente en enfer à un moment donné. Mais à un moment donné, dans ton roman, tu dis, au départ, la gentrification, c'était pas mauvais. Tu sais, dans les années 80, 90, c'était comme un mouvement naturel. Je veux dire, les gens veulent un peu plus d'argent, ils veulent embellir leur quartier. C'est normal, c'est pas mauvais de vouloir embellir son quartier, mais à un moment donné, c'est comme si ça devient trop, puis il y a un point de bascule, puis c'est un peu ça aussi que tu dénonces dans ton livre, mais je sais que c'est un roman, puis c'est pas un essai, là, ni un pamphlet, mais c'est sûr que dans le discours, tu montres comment, dans des quartiers comme Villeray, Petite-Patrie, Petite-Italie, tout ça, les gens arrivent, ils veulent toutes des maisons d'architectes. Il y a un mot une description qui m'a frappée dans ton livre quand tu dis ils mettent des grosses clôtures opaques dans leur cours pour pas qu'on voit dans leur jardin, alors qu'on sait que ce qui est génial à Montréal, c'est les ruelles où tu peux un peu saigner en marchant le soir, mais ça ouvre sur la ruelle, il y a une vie de quartier, il y a comme un impact aussi sur la vie. Alors, c'est-tu mauvais, c'est-tu bon, la gentrification? Puis à quel moment ça bascule, puis ça devient trop? Puis y a-tu moyen d'arrêter ça à un moment donné, là? C'est une bonne et vaste question, mais oui, les clôtures, je l'ai vraiment remarqué dans mon quartier. Tu sais, je me promène beaucoup dans les ruelles, puis les gens d'une autre classe sociale qui déménagent, je suis dans Petite-Patrie, qui viennent construire ou rénover des blocs ou mettre à terre un quadruplex pour se construire une belle maison d'architecte, ils ont tendance à mettre des grands murs comme ça, puis des grandes fenêtres aussi, ça va ensemble, ils ont des plus grandes fenêtres. Donc, il y a comme un rapport au visible et à l'invisible qui se redessine, puis qui coupe un peu l'accès ou les possibilités de communauté, de discussion par-dessus les clôtures. Pour la gentrification, le moment où mon personnage dit ça, c'est un moment où elle est accusée elle-même de gentrifier. Fait que, évidemment, moi, c'est pas ça que je pense, mais c'est elle qui utilise cet argument-là pour dire, pour un peu, c'est ça, se défendre. Disons, pour donner une définition de la gentrification, moi, ce que je dirais, c'est pas nécessairement le fait de rénover des vieux bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, parce qu'on sait que, de toute manière, les bâtiments ne sont pas éternels, ça serait, disons, la prise de possession par une autre classe sociale de lieux à des fins de redéfinition. T'sais. Donc,
moi, j'entends vraiment par gentrification l'exemple que j'ai donné. Tu sais, quand, par exemple, un bloc qui héberge 4 familles, disons, de classe moyenne, est racheté par des gens qui vont faire plutôt, disons, 200 000 et plus par année, puis transformé en maison unifamiliale. Donc ça, pour moi, c'est ça la gentrification. Puis dans ce sens-là, pour moi, c'est un problème social. C'est vraiment un problème. Puis l'effet, on le voit directement à Montréal. La crise du logement, c'est entre autres parce qu'il y a il y a moins de logements sur le marché, entre autres à cause de ça. On le voit aussi esthétiquement. Moi, mon livre vient beaucoup de promenades que j'ai faites dans Petite Patrie. Puis je voyais des maisons à vendre, j'allais voir le prix sur Internet. Après ça, je voyais qu'ils étaient vendus à un prix où, dans ma vie, probablement, j'aurais jamais le moyen d'acheter ça. Puis après ça, 2 semaines plus tard, c'est ça, je voyais ou 2 mois plus tard que c'est détruit. Puis au fin du processus, je voyais une création architecturale, pas toujours de très bon goût d'ailleurs. Tu parlais de l'influence de l'architecture sur notre subjectivité. Moi, j'y crois complètement. Après ça, il faudrait aussi définir l'architecture laide et neuve. Qu'est-ce qu'elle a sur notre subjectivité? Il faudrait peut-être travailler à la requalifier. Mais donc, ça vient beaucoup de ces observations-là aussi, mon livre. Ouais. Mais c'est comme une roue qui s'emballe. C'est comme un système qui s'emballe. Ça part de quelque chose de pas si mal au début. C'est le désir d'aller s'installer dans un quartier chouette, de vivre dans du beau. Puis là, oups, ça dérape. Là, ça a une influence sur les commerces qui vont ouvrir. Là, tout à coup, tu vois apparaître une autre catégorie d'autos dans les rues. Là, il y a 3 autos par adresse au lieu de 1 par 2 portes. Puis, tu sais, c'est comme une machine qui s'emballe. Puis, qu'est-ce que des élus peuvent faire contre ça? À un moment donné, parce que souvent, tu sais, la ville, je pense, c'est un lieu de pouvoir où des pouvoirs s'affrontent. Puis, on a l'impression c'est pas les citoyens qui décident, c'est les promoteurs immobiliers, c'est les gens qui ont de l'argent, puis les citoyens sont là un peu à la merci, puis ils se font brasser d'un côté puis de l'autre. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter ça puis dire, OK, c'est plus ça qu'on veut, là, on veut vivre dans des quartiers humains, à échelle humaine, avec des commerces accessibles pour les gens du quartier, puis... J'ai envie de dire que tout n'est pas... Je pense que c'est plus gris que ça n'a de l'air. Ouais. Parce que quand on a des nouvelles constructions dans un quartier plus démuni, moi, je représentais comme conseiller municipal Pont-Viau, qui est un des quartiers les plus pauvres à Laval. Quand on a un nouvel immeuble qui se construit dans le quartier, qui amène des gens, des fois, avec des plus gros salaires, on dit « Ah, ben c'est néfaste parce qu'au final, ça fait augmenter le coût de la vie dans le quartier. » À l'inverse, quand on a quelqu'un de plus démuni qui va dans un quartier plus riche, on dit que c'est bon parce que c'est de la mixité sociale, puis ça va lui permettre de développer un réseau, puis par exemple, un jeune de faire les contacts avec d'autres jeunes qui viennent d'autres milieux. Ouais. Donc, tu sais, je pense que c'est plus gris que ça en a de l'air. Au même titre que des fois, ce qu'on va voir aussi, c'est la gentrification, c'est pas toujours quelqu'un qui vient de l'externe dans le quartier plus démuni puis qui revend les immeubles. Parfois, c'est aussi quelqu'un qui vient de la place et qui, ses enfants est allé à l'école, il a un bon salaire maintenant, il veut rester dans le quartier, puis il veut refaire la maison. Moi, je l'ai vu beaucoup comme conseiller municipal. Donc, je pense que des fois, c'est difficile de vouloir mettre une étiquette très précise à quelque chose parce que c'est beaucoup plus nuancé que ça l'est réellement. Ouais. Sauf qu'à la fin, on a l'impression qu'il y a des gagnants puis des perdants. Toi, dans ton roman, Marie, à un moment donné, il y a un couple qui se retrouve à aller vivre en banlieue. Puis ça, c'est avec toute la justification qui vient avec, parce que quand on est jeune puis on va s'installer en banlieue, on a l'impression de devoir se justifier. Puis c'est comme si on avait perdu au marché de l'immobilier. On n'est pas capable de se payer une maison à Montréal. On va en banlieue, puis là, on trouve plein de qualités à la banlieue pour justifier à nos amis que c'est le fun de la banlieue. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Bien, en fait, je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que, tu sais, la gentrification, c'est lié à la montée de la classe moyenne au Québec. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on avait des quartiers ouvriers à Montréal, puis là, à un moment donné, bien, avec la génération des baby boomers, bien, la classe moyenne, cette classe moyenne-là est apparue, la classe moyenne éduquée, puis c'est lié au fait qu'on a construit les banlieues pour, justement, vivre dans ces banlieues-là, puis après coup, bien, les enfants qui ont grandi en banlieue, eux, ils ont rejeté cet idéal-là de la banlieue, puis ils sont retournés vivre en ville, puis investir la ville. Donc, dans mon livre, les étudiants, c'est ce qu'ils font. Ils viennent de la banlieue, ils vont vivre, ils choisissent la ville. Mais en effet, oui, on a vraiment les deux choix. C'est un roman choral. Donc, mon personnage principal, Naïma, c'est une artiste, puis elle reste un peu en ville par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités.
Puis, ben, pour ce qui est de mes personnages qui fondent une famille, ben, on dirait que la banlieue, c'est quasiment aussi un peu par défaut. C'est qu'ils se vantent d'avoir un mode de vie alternatif dans leur banlieue parce qu'ils ont un jardin en friche, puis tu sais, qu'ils sont pas comme les autres, là, finalement. Mais c'est... En fait, mon livre, puis c'est un des questionnements que je me pose, c'est qu'on vit souvent dans des lieux qu'on n'a pas choisis, puis c'est vraiment difficile... c'est comme si c'était tous des faux choix, finalement. C'est vraiment difficile de choisir quelque chose qui nous est dans des options qui nous sont imposées. Ouais. Moi, je trouve que dans ces contextes-là, parce que ça m'intéressait ce que vous disiez, quand vous dites ça contribue aussi au quartier. C'est un discours qu'on entend souvent quand même, que la mixité sociale, ça contribue à... Après ça, je sais pas, dans les rapports, il faudra avoir l'histoire de gens qui ont vécu, puis cette mixité sociale-là, pour voir si ça fonctionne vraiment, cette espèce d'émulsion-là. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des données objectives à ces processus-là où on pourrait calculer, par exemple, ce dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est la financiarisation aussi du milieu immobilier. On peut calculer combien de profits donner cette vente-là, à qui est allé l'argent, comment ça a été distribué. Puis si on calculait objectivement ça pour chaque édifice, pour chaque pâté de maison, on verrait que certains endroits, en effet, c'est beaucoup plus nuancé, mais d'autres, c'est quand même des manœuvres qui servent à graisser la patte à quelqu'un qui a fait un flip, à un vendeur de maison. Donc ça, c'est un truc, je trouve, auquel on n'a pas accès puis qui n'est pas assez présent dans la pensée, la financiarisation des individus, d'abord avec l'hypothèque, puis ensuite du marché immobilier. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire si on veut rendre les villes plus abordables. Souvent, par exemple, le modèle coopératif, c'est la meilleure façon de garder les loyers bas parce que ce n'est pas un individu ou une entreprise qui engrange la prise en valeur de l'immeuble. Malheureusement, comme citoyen, on est souvent mal outillé pour démarrer une coopérative, gérer une coopérative. Moi, je pense des fois c'est à l'école qu'on devrait enseigner ce genre de choses-là. On termine tous le secondaire avec des cours de sciences physiques. Donc, on a étudié de la physique et de la géologie, mais personne ne nous a parlé d'hypothèque puis de finances personnelles. Ouais. Donc, ça, c'est important. Mais je voulais revenir peut-être sur ce que Maryse disait. Je trouve ça, moi, intéressant, le rapport entre la ville, les banlieues. Moi, étant un gars qui a grandi en banlieue, quand tu arrives à Montréal, souvent, tu te fais faire des blagues parce que tu viens de la banlieue. Donc, il y a là des perceptions, je pense, qui doivent être défaites. C'est vrai que souvent, la grande ville répond mieux aux besoins des plus jeunes. On le voit à Laval dans la courbe démographique. On voit que c'est beaucoup des familles qui ont des enfants. Puis quand les enfants arrivent, quand ils quittent le secondaire, ils vont au cégep ou à l'université, ils vont tous vers Montréal parce que plus de bars, plus de festivals, les lieux d'enseignement sont là. Donc, c'est un milieu de vie peut-être plus propice. Et ils reviennent plus tard lorsqu'ils sont prêts à avoir des enfants dans la trentaine. Mais je crois qu'on doit défaire aussi les préjugés qu'il y a envers les différents milieux de vie, que ce soit les régions. Je crois qu'il y a beaucoup de régions au Québec qui trouvent que Montréal, c'est une bulle, puis qui voient le reste du Québec un peu de haut. Donc, en tout cas, au niveau social, des fois, je trouve qu'il y a des collisions, il y a des chocs d'idées ou de perceptions. Moi, ma peur, des fois, c'est que ça devienne... Montréal avait toujours été comme un peu à part dans les autres comparativement aux autres grandes villes canadiennes, tu sais. Plus accessible, moins cher, le coût de la vie plus raisonnable. Puis là, on dirait qu'on se vante ou on se pète les bretelles bientôt, on va vendre des maisons aussi chères qu'à Toronto, aussi chères qu'à Vancouver. Est-ce que c'est le genre de ville qu'on veut? T'sais? Est-ce que c'est le genre de ville dans laquelle on veut vivre? Moi, j'ai déjà été interviewée des écrivains à New York. Je me souviens qu'ils me disaient je ne veux plus vivre à New York parce que c'est une ville de gens qui n'habitent pas New York. Alors, c'était des gens de passage, des gens qui avaient des condos style Tour du Canadien de Montréal dans le centre-ville. Peu à peu, c'est que ça devient, oui, les gens font de l'argent, l'immobilier va bien, tout roule, mais c'est une ville qui perd son âme. On dirait que les deux sont irréconciliables. Elle va bien économiquement, l'immobilier va bien, mais elle est en train de se désagréger de l'intérieur, puis elle perd son cœur. Moi, je pense qu'il n'y a pas personne qui se réjouit que les prix augmentent, à part les courtiers immobiliers ou la personne qui vend sa maison. Au contraire, c'est un immense problème, l'augmentation des coûts. Montréal a toujours été reconnu comme une capitale gastronomique, une capitale du tourisme, une capitale culturelle avec les différents cirques, les différents festivals. Mais si tout notre chèque de paye passe en loyer puis en hypothèque, on n'a plus d'argent pour aller au théâtre, pour aller faire des sorties culturelles, aller au restaurant, aller voir des spectacles. Et je pense que c'est Montréal, moi j'ai peur qu'elle soit en train de perdre en ce moment, que son étoile culturelle soit en train de pâlir à cause du prix de la vie qui augmente
énormément. Donc, pour moi, il n'y a pas de belles nouvelles dans le fait que les prix augmentent. Et c'est pour moi, l'économie va bien quand tu as des entreprises qui sont innovantes, qui sont créatives, qui développent des nouveaux produits, des nouvelles idées, puis qui réussissent à les exporter, pas quand le prix de l'immobilier augmente. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui fait l'identité architecturale de Montréal, c'est-à-dire, on reste aussi une ville de locataires à grande majorité. Puis l'image architecturellement qu'on a de Montréal, c'est le petit triplex, que ce soit sur le plateau, dans des anciens quartiers ouvriers. Puis j'ai l'impression qu'on a une espèce de nostalgie de ce genre architectural-là, mais la réalité est que ces bâtiments-là sont en train d'arriver et ont dépassé leur vie utile, puis que les loyers bas qui étaient basés sur des immeubles qui étaient dans un état correct, maintenant c'est terminé, puis les propriétaires, que ce soit des gens qui ont 800 portes ou un petit triplex, sont confrontés au fait qu'il faut non seulement entretenir, mais presque, c'est de la chirurgie rendue là. On a presque des patients en phase terminale. Moi, je suis en train de vivre des rénovations chez nous. Puis, si on continue, c'est plate quand moi, je suis d'accord avec toi, là, quand un triplex est gotté de l'intérieur, on voit l'apparition des portes noires, des grandes fenêtres, des palissades, des Tesla Des dans lumières la rue. encastrées. Des lumières encastrées. Il y en a tellement sur ma rue, là. Moi, j'habite sur une rue passante dans Hochelaga, qui était une rue un peu misérable. Puis là, c'est l'arrivée en masse des portes noires. Des fenêtres et des portes noires. Puis, tu sais, la démographique a changé. Mais en même temps, je me dis, mais comment tu peux rénover ce bloc-là qui est de la brique puis des beams de bois qui sont plus trouvables? C'est beau, je trouve, ce côté-là architectural de Montréal, mais on ne va plus jamais pouvoir reconstruire des bâtiments comme ça. Puis si ça prend des gens plus fortunés pour les maintenir debout, soit c'est juste que quand on évince des gens après de coûteuses rénovations, c'est ces gens-là qui ont habité peut-être 25 ans dans des logements, 25, 30, 40 ans dans des logements en état semi-acceptable. Il faut les mettre à quelque part. Puis c'est pas de les remettre dans d'autres 3,5 qui vont juste se détériorer, finalement. Il faut qu'on ait du logement social puis de la coopérative pour ça, parce que ce modèle-là d'habitation était pertinent, a été créé il y a 150 ans. La vie utile des triplex est presque terminée. Puis il faut les maintenir. C'est ça coûte cher. C'est ça, il y a comme quelque chose de très violent dans tout ça. Puis c'est ça qui ressort de vos livres aussi, comment la violence de la ville, puis comment ça écrase les rêves, ça écrase les personnes marginalisées, ça écrase les plus vulnérables. On dirait qu'il n'y a pas de place pour ces gens-là. Or, ils font partie de notre tissu, ils font partie de la ville, ils sont le cœur de cette ville-là qui fait qu'elle est différente des autres villes. Puis là, c'est comme si la roue roulait, puis il n'y a plus de place, puis les plus faibles, ben, ils tombent en bas du train, puis il n'y a rien, il n'y a pas de filet pour les ramasser. Puis je trouve que vos livres montrent bien ça, comment c'est une espèce de... La ville est un lieu très violent, puis très... c'est ça, qui écrase les plus faibles, puis qui leur laisse pas de chance. Puis ça ressort beaucoup de ton livre aussi, Kevin, je trouve. Oui, j'avais envie vraiment de décrire ça. Puis aussi, pour moi, c'est un effet du fait que les décideurs, c'est tous des propriétaires. Je veux dire, il n'y a pas un locataire à l'Assemblée nationale. C'est pas. Puis moi, j'ai jamais entendu un locataire dire j'aimerais ça que les prix de Montréal soient comme à Toronto. Je veux dire, c'est pas les locataires qui disent ça, mais c'est quelque chose qu'on entend dans certains cercles. Fait que ça m'étonne pas que ces cercles-là soient très tolérants envers les gens qui font des flips immobiliers, par exemple. Moi, j'ai fait de la recherche là-dessus quand j'écrivais mon livre. Je peux vous envoyer des chaînes YouTube qui expliquent comment faire des flips immobiliers puis se rendre millionnaires, des chaînes YouTube québécoises. Ils font des formations. Là. Ils font des formations. C'est pas... Il n'y a aucune loi là-dessus. Je pense qu'il y a des lois maintenant sur les quadruplex qui sont transformés en maisons unifamiliales. Pourtant, j'en vois toutes les semaines encore dans mon quartier. Je trouve que... Puis moi, à mon avis, l'espèce de tolérance qu'ont les décideurs pour ça vient du fait de leur intérêt de classe, en fait. C'est des gens qui font beaucoup d'argent, dont les amis, c'est des entrepreneurs, puis ils défendent les intérêts de leur classe sociale. Mais je trouve que dans vos livres, on entend la voix, justement, de l'autre côté. Puis ça, je trouve ça intéressant, parce que je notais tous les affrontements qui sont illustrés dans vos livres. Il y a
Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les piétons, il y a les automobilistes, il y a les propriétaires, il y a les locataires, il y a le béton, il y a la verdure. En tout cas, je pourrais continuer longtemps. Est-ce qu'il y a moyen de réconcilier ça? Est-ce que ça se peut? Est-ce que les voix des gens plus marginalisés, plus faibles, plus vulnérables, les groupes de citoyens dans vos livres, il y a des manifs, il y a des gens qui vont dans la rue avec des pancartes, il y a des gens qui essaient de protester, qui essaient de crier, de dire qu'eux aussi ont le droit, ils ont accès ils veulent vivre à Montréal ou ils veulent vivre dans une ville, puis ils ont ce droit-là eux aussi. Est-ce qu'on peut renverser la vapeur ou c'est complètement utopique, puis cette ville-là, elle n'existe plus, puis elle n'existera plus jamais? Non, moi, je pense que c'est un peu pessimiste de penser ça parce qu'on va toujours habiter ensemble puis il va toujours avoir des divisions de classe et de revenus. Mais je pense qu'on a besoin pour les gens plus marginalisés ou pour des gens aînés, pour des gens avec moins fortunés, en fait. Il faut de la construction neuve qui donne une dignité. Je pense qu'on a besoin d'investir massivement dans des projets de logements sociaux, de logements à prix modique. Il ne faut pas que ça soit vu comme un acte de charité ponctuel envers des populations marginalisées ou qui sont moins fortunées. Je pense que dans une ville, il y a de l'espace pour tout le monde, mais il faut vraiment des gros investissements. Puis moi, honnêtement, si on me disait, regarde, c'est plate, tu vas être rénovincé pour X, Y raison, c'est très dommage. J'aimerais ça avoir l'option d'aller habiter dans un immeuble neuf. Tu sais, c'est pas grave là, si j'ai pas accès à un petit triplex avec du cachet et de la boiserie. Là. Moi, si tu me donnes un endroit bien, une construction neuve, où je suis bien desservie, je reste dans mon quartier, je vais y aller. Puis je sais qu'on va pas en reconstruire des beaux petits triplex avec du cachet, c'est terminé, tu sais. Fait que, moi, j'aimerais ça voir ça de mon vivant. Ça me dérange pas qu'il y ait des tours qui poussent pour... mais il faut que ça soit intégré à notre tissu urbain, il faut que ça soit agréable. Si on continue à pousser les gens plus pauvres à l'extérieur des quartiers centraux, moi, je trouve que c'est là la mort d'une ville et d'un quartier. Ouais. Quand on pousse les gens plus loin de leur service. Moi, je pense que des tensions, c'est normal, puis il va toujours en avoir. Parce que dans la vie, on est tous différents, on a des backgrounds différents, des valeurs différentes, des choix de vie différents. Donc, il y aura toujours des tensions. Vous mentionnez, par exemple, automobilistes, cyclistes, mais je veux dire, nous, à Laval, en ce moment, on développe un grand réseau de pistes cyclables, puis j'ai un curé qui, dans la paroisse, fait son panneau devant l'église fait des messages haineux à mon égard parce qu'on a mis une piste cyclable devant l'église, mais peu importe le point de vue qu'on prend, je crois des tensions, il va toujours en avoir, puis je pense que c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les atténuer, il faut essayer de trouver des compromis, il faut essayer de trouver des façons de répondre aux différents besoins de chacun, d'où l'idée un peu des quartiers sans voiture. Réussir à développer un quartier où est-ce que la vie communautaire est encore là, où le coût de l'habitation serait moins élevé, où on répond aux enjeux environnementaux. Mais moi, je crois, c'est ça, la société, je pense, est tellement diverse, tellement complexe, qu'il y aura toujours une certaine confrontation d'idées et de valeurs. Ouais. Et même si les gens qui aujourd'hui se sentent oppressés vont au pouvoir, ça va juste s'inverser, le conflit va juste être... la direction du conflit va s'être inversée, mais la friction va être encore là. Ouais. Mais je pense qu'il faut vraiment davantage de mesures restrictives là, de la part des élus en faveur des locataires. Moi, je trouve que les lois avantagent les propriétaires. Je sais que si on est de l'autre côté puis on est propriétaire, on n'a pas l'impression. Mais pareil, je trouve que j'ai l'impression que dans une société capitaliste, ça va toujours être le profit qui va prévaloir. Puis, juste le fait qu'on dise investissement, oui. Moi, ça me dérange. Mais moi, à un moment donné, c'est ça, je suis tombée sur une publicité YouTube où justement, il y avait une personne qui disait « J'ai fait fortune en immobilier. Voyez comment. » Tu sais, je donne des formations. Puis j'étais comme, je sais pas, ça me faisait tellement mal. Ou à temps perdu, j'étais allée voir aussi des ventes, puis je voyais des condos
Puis c'était clairement des gens qui se faisaient évincer, tu sais, on le voyait dans les appartements. Puis je sais pas, je trouve que ça n'a comme pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que ça soit ça, en fait. Puis il y a juste une certaine catégorie de gens, une certaine classe sociale qui va avoir droit à un logement décent. Puis même du côté des coopératives, je trouve que c'est dommage que ça repose sur les citoyens de fonder des coopératives. Je pense qu'il devrait y avoir, que les élus devraient mettre en place des coopératives. Puis au-delà de... Je pense qu'il faut une volonté claire, puis plus que la petite proportion de logements sociaux, tu sais, qui construisent avec des constructions neuves. Fait que, ouais. Moi, je suis d'avis que ça... C'est ça. Je pense que les locataires font beaucoup de compromis aussi à Montréal, puis qu'on est tous menacés. Ça nous pèse tous sur la tête. Moi, je vis dans l'angoisse, tu sais, de perdre mon logement. Puis je trouve que c'est pas une vie. Les villes deviennent inhabitables. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je me rappelle d'un moment où on pouvait déménager par caprice à Montréal. Si tu n'aimais pas ton coloc, si tu n'aimais pas tes voisins, si tu n'aimais pas la couleur de tes moulures, tu pouvais décider « Ah, je vais chercher un petit peu au mois de mars, je vais me trouver quelque chose pas trop loin, un petit peu plus grand, pour un prix, tu sais. » Il fut un temps ce que tu pouvais mettre comme 100 $ par pièce. Un 4,5, 400, 450. Mon Dieu, maintenant, moi, je suis dans la même situation que toi. Là, chaque année, au mois de mars, je commence à faire des ulcères, puis je me demande si c'est la dernière année que je passe là. Moi, j'en fais à l'avance. Je pense déjà à ma prochaine augmentation. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai échangé des jugements avec mon proprio par courriel pour débattre, tu sais, de choses qu'ils voulaient m'imposer en me disant que c'était la loi de m'imposer telle augmentation. Puis on échangeait des jugements. Tu sais, c'est ça. C'est ça l'ambiance. Puis je vis la situation de plein de Montréalais. Mon bloc a été vendu il y a peut-être 2-3 ans. En plus, on avait tous des loyers bas, donc tous les courtiers immobiliers passaient puis ils me disaient « On vous donne 10 000 $ pour vous en aller. » J'étais comme « Ben c'est pas une bonne offre. » Puis c'est qu'il faut arrêter de voir l'habitation comme un investissement, justement. Tu l'as mentionné, en Amérique du Nord, les programmes d'accès à la propriété étaient historiquement souvent vus aussi comme un levier social à donner aux gens, mais au final, l'habitation devrait être vue plus comme un besoin à combler et non comme un investissement. C'est pas un besoin, c'est un droit même, je dirais, moi. C'est un droit fondamental. Un droit, c'est plus encore plus qu'un besoin. Ben, tu comprends ce que je veux dire? C'est que Oui, je comprends ce que tu veux dire. c'est un besoin ou un droit à combler plutôt qu'une source d'investissement. Mais tout le monde dans une société devrait avoir droit de vivre à un endroit sécuritaire, chaud et tout. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Ce qu'il faut aussi commencer à penser, c'est que les règles du jeu doivent changer parce que les gens, puis je pense qu'on n'imagine pas, on mesure pas encore l'impact qu'ont certains propriétaires, particulièrement ceux qui ont 800 portes, comme tu le dis, là. Mais ce que ces individus-là ou ces conglomérats-là, quel effet ils ont sur le tissu social? Il nous reste encore à mesurer ça, à étudier ça, puis à visibiliser ça, parce que c'est des gens qui ne veulent pas être vus, évidemment. Puis il faut que les règles du jeu changent parce qu'eux, ils sont certains de faire le bien, d'être dans leurs droits, parce que les lois, la plupart du temps, pas toujours, ils obéissent aux lois. Mais il faut commencer à penser qu'il y a des gens qui vont devoir perdre des choses dans cette transition-là, puis que les puissants vont peut-être devoir se déposséder de certaines choses, puis s'habituer à cette idée-là, à cet inconfort-là aussi, je pense. Un des problèmes, pour avoir travaillé là-dessus à la presse, c'est que quand c'est des gros propriétaires, des fois, ils habitent même pas Montréal. Là. C'est des compagnies à numéros, des gens qui vivent à l'étranger. Ils font des transactions, puis vous les verrez jamais. Là. Ton propriétaire vient pas récolter ton chèque de paie. Là. Ça marche pas comme ça. C'est des grosses compagnies impersonnelles. Puis là, je pense que c'est là où les gens au pouvoir peuvent agir, puis en tout cas voter des lois un peu plus restrictives. Je pense tu parlais tout à l'heure de logement social. Un promoteur qui construit une nouvelle tour à condo, par exemple, peut ne pas en avoir de logement social en donnant un plus gros montant d'argent, puis en se retirant de cette obligation-là. Alors, à un moment donné, c'est à nous aussi, peut-être, à mettre notre pied à terre puis dire, on va renverser la vapeur, là, puis on va voter des lois ou encadrer avec des règlements qui sont plus restrictifs puis qui protègent les gens. Là. En tout cas, c'était mon éditorial. Je pense que la mode de tenure de l'habitation aussi est très important parce que on s'en va de plus en plus vers des villes denses, donc du multilogement. C'est complexe construire un immeuble de 100 unités, par exemple. C'est pas un individu qui va le faire. Ça va être des grandes entreprises cotées en bourse, des promoteurs immobiliers. Donc, si on veut que, justement, l'habitation ne soit plus un outil d'investissement qui est là pour faire la profitabilité, mais qu'on veut juste construire pour offrir un toit à tout le monde, il
faut qu'il y ait des organismes sans but lucratif qui aient les moyens, qui aient la capacité, qui aient la connaissance pour construire ces immeubles-là. Il faut, par exemple, moi, je regarde à Laval, comment est-ce que la ville pourrait aider des gens à créer des coops. Parce qu'on voit que c'est difficile. Naturellement, il y en a très peu qui se créent par année, là, 1 à 2 par année à Laval. C'est minime. Donc, il faut, je crois, donner des outils pour que, justement, parce que le logement social, c'est bien, mais c'est aussi lourdement subventionné. Donc, à quelque part, on ne peut pas créer du logement social pour une majorité de la population parce qu'elle est subventionnée par quelqu'un d'autre. Mais je crois que si le logement est à but non lucratif, là, on va voir justement une pression pour éviter que les prix montent d'année en année. Cela dit, j'ai appris en allant à votre sommet sur l'habitation à Laval il y a quelques mois que les promoteurs immobiliers aussi sont très subventionnés, plus des fois même, tu sais, on dit le logement social, c'est subventionné, mais les promoteurs, ils ont le droit à toutes sortes des crédits d'impôt, des subventions, tout ça, puis à la fin, ben, ils sont presque plus subventionnés. Alors, tu sais, des fois, on pense qu'ils sortent l'argent de leur poche, là, puis ils construisent des tours, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, là. Hey, je me demandais, j'ai le goût de vous poser une question philosophique. Est-ce qu'on peut être heureux en ville? Parce que quand j'ai lu vos livres, j'étais pas sûre, j'étais pas certaine. Est-ce que le bonheur peut exister dans un milieu urbain où il faut se sauver aux îles de la Madeleine pour être heureux? Moi, je suis persuadée que c'est possible dans des quartiers à échelle humaine. C'est simple, ce qui rend un humain heureux, c'est une collectivité, c'est de la verdure, c'est des services qui se marchent idéalement. C'est la possibilité de faire de l'activité physique puis de profiter de son milieu de vie. Moi, je pense que dans ces contextes-là, en ville, c'est possible. Mais après ça, si on s'en va dans des milieux de vie où que ce soit en ville ou en banlieue, où on est comme déconnecté de nos besoins, je veux dire vitaux, là, même si c'est un peu poussé, là. Je pense que ça dépend vraiment d'où tu es situé. Si ton appartement est insalubre le long du boulevard des Caries qui fait face à Ville-Mont-Royal, tu sais, c'est comme... Je sais pas, là. Mais moi, je sais que de mon expérience, dans un petit quartier qui est l'équivalent d'un village, oui, je pense que c'est très... malgré l'été montréalais et l'hiver montréalais, moi, je suis très, très, très heureuse en ville. J'aime vraiment ça, là. Ouais, ben moi, je considère qu'on peut être, malgré le titre de mon livre et son propos. Je pense que oui, c'est possible, mais aussi, tu sais, je pense pas que le bonheur, c'est un état stable. Je pense pas qu'on est constamment sur exactement la même, je sais pas, dans le même état, dans un même lieu. Puis pour moi, c'est toujours un peu... Moi, je trouve que c'est vraiment le mouvement qui permet d'atteindre un équilibre. Puis je pense que mon livre illustre ça aussi, tu sais, de rester toujours dans le même lieu. Chaque situation a ses des avantages, là. Aux îles de la Madeleine, c'est magnifique, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, non, mais c'est vrai. Surtout à l'île d'entrée. Oui, l'île d'entrée, mais c'est une autre affaire, l'île d'entrée. C'est comme une autre planète. Ouais. Mais oui, c'est ça. Tu sais, je pense que en ville, tu as la communauté. La beauté, des fois, il faut un peu travailler pour la trouver. Mais moi, comme je le disais au début de la discussion, je considère qu'il y a des belles choses, même dans les choses laides. Puis c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Toi, je pense que tu as mis ça clair au début que le bonheur et la ville, c'était incompatible, là, que tu n'es pas... Non, je pense pas incompatible. C'est trop, mais moi, je sais que dès que je sors de Montréal, mon anxiété diminue de 60 Mais c'est juste personnel. Ça ne veut pas dire que personne peut être heureux en ville. Est-ce qu'il y a un lieu à Montréal où tu es particulièrement bien? J'aime ça quand on peut faire du ski de fond. Okay. Ça, j'ai l'impression que c'est faire du ski de fond sur le Mont-Royal, je dirais. Okay. C'est le moment qui me fait le plus aimer la ville. Okay. Puis toi, Stéphane, dans ton livre, je pense que le but, c'est un peu la recherche du bonheur, entre guillemets, c'est-à-dire le quartier sans voiture, c'est justement recréer le sens de la communauté, pouvoir passer devant chez ses voisins puis leur dire bonjour comme dans les films, mais tu sais, pouvoir faire ses courses à pied. Il y a cette quête-là aussi dans l'espèce de mouvement qu'on voit. Puis je pense que c'est assez générationnel là, de revenir à une espèce de sens de la communauté, à une vie plus saine, se promener à vélo, marcher, tout ça. Alors, pensais-tu à ça, toi, en écrivant ton livre, une espèce de... je veux ramener le bonheur à Laval et...
rendre Ben, la vie plus en heureuse. fait, est-ce qu'on peut être heureux en ville? La question initiale. Moi, je pense qu'on peut tous être heureux. Les villes sont tellement diverses, les quartiers sont tellement divers. Je suis sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose qui va répondre à nos besoins. Donc, c'est juste de se poser la question, c'est quoi que j'ai besoin, moi, comme individu, et de trouver un lieu qui nous plaît. L'idée des quartiers sans voiture, c'est une alternative parmi d'autres, mais en effet, qui vise à répondre un peu à ce besoin-là de connexion humaine. Et je crois que c'est le rôle des gouvernements à l'avenir. On a longtemps été sur des choses très tangibles. Il faut ramasser les vidanges, il faut offrir une job. Mais là, il faut qu'on s'élève, puis il faut qu'on réussisse à aller dans l'intangible, puis essayer de voir, bon, à l'échelle sociale, c'est quoi qu'on peut créer pour répondre aux besoins sociaux des individus. Dans la pyramide de Maslow, les gouvernements, on a réussi à combler relativement correctement les premiers paliers. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'épanouissement des individus? Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on s'améliore collectivement pour combler les besoins psychologiques? Puis comment moi, j'étais curieuse, surtout dans votre cas, à Cab et à Kevin. Vous parlez de la ville, mais c'est pas un pamphlet, c'est pas un essai. La ville est plus comme un personnage dans vos livres et comme plus qu'un décor, vraiment un personnage. Alors, comment on fait pour écrire sur la ville, passer ces messages, parce qu'il y a des messages quand même dans vos livres, mais sans en faire justement un pamphlet, puis tout en gardant la ville très vivante, très organique. Moi, je trouvais dans ton roman et dans ta BD, c'est super vivant. On est là, on la sent, les descriptions. Comment tu as travaillé ça? Parce qu'on parle beaucoup d'urbanisme, tout ça, mais si on parle un peu de littérature, là, 2 minutes, là, comment tu as travaillé ça? Ben moi, je me mets jamais l'obligation de passer un message dans la fiction. J'ai toutes ces réflexions-là qui sont, disons, dans ma vie à moi. Puis après ça, quand j'écris, mes questions, c'est vraiment plus des questions d'exécution, de personnages. Puis par rapport à la ville, mon défi, moi, je suis venu à la littérature parce que quand j'étais enfant, je lisais genre Amos d'Aragon, puis des trucs de fantasy et tout. Mais ce que j'ai retenu de ces séries-là, c'est que comme les gens décrivent des mondes qui n'existent pas, ils doivent les rendre visibles. On doit avoir une impression que ça existe. Fait que je pense que j'ai gardé un peu ce sentiment-là, puis j'essaie de redonner ça quand j'écris, de me dire comme, ouais, mais le monde que je décris, même si c'est des Montréalais qui vont le lire, c'est peut-être intéressant que mon livre essaie de restituer comme la ville ou un certain réel avec un filtre, évidemment, mais dans toute sa complexité puis dans toute sa réalité aussi. Fait que c'est plus ça le défi que je me donne, de rendre la ville palpable, vivante. Puis après, je pense qu'il y a évidemment une petite coloration qui vient de mes opinions politiques puis mes engagements, mais c'est jamais un impératif. Puis même, je travaille plutôt à le brouiller, cette dimension-là, quand j'écris. Ouais. Est-ce qu'il y avait une partie de recherche? Est-ce que tu es parti? Parce que des fois, je voyais tu étais où, je voyais à quel coin de rue tu étais, je voyais ce que tu regardais. Donc, est-ce que tu t'es promené avec ton carnet dans les rues, puis là, tu notais, prenais-tu des photos? Je sais pas, c'est comment... Ouais, j'ai lu genre 2 histoires de Montréal, une histoire de l'architecture à Montréal. Je me suis beaucoup promené. Je suis allé voir les lieux où... parce que je devais inventer des édifices aussi, en décrire certains qui existent, en inventer d'autres. Fait qu'aller dans des lieux pour essayer de voir où je le mets, mon bâtiment, puis... J'ai rencontré des architectes aussi, j'ai fait des entrevues, puis j'ai corroboré certaines choses aussi avec des gens qui connaissent bien ça. Fait que non, il y avait beaucoup de recherche dans l'écriture. Puis, est-ce que ta perception de la ville a changé en écrivant ce livre-là? Pas ma perception, mais ma compréhension a été bonifiée parce que derrière chaque édifice, il y a une histoire infinie, il y a des vies. Puis dès que tu commences à gratter, ben, ça devient comme une sorte de toile d'araignée infinie où tu peux relier des choses entre elles. Puis moi, ce que je retiens aussi beaucoup, c'est l'espèce de profondeur temporelle. J'avais envie de garder ça en tête, de me dire, mais on n'est jamais dans un simple présent. Toutes les choses qu'on voit viennent de quelque part puis s'inscrivent dans un temps qui est plus long. Puis c'est intéressant aussi, ça j'essayais de le faire affleurer des fois dans l'écriture au présent, de montrer que les bâtiments ont une histoire qui est aussi une histoire complexe, puis qui porte les traces aussi d'une certaine, aussi de combat politique, entre autres. Oui. Puis des gens qui sont passés, puis les édifices sont encore là. Mais... Toi aussi, c'est très vivant, puis on sent la rue, on sent le quartier, tout ça. Est-ce qu'il y avait une recherche avant d'écrire, avant de dessiner? Est-ce qu'il y avait... qu'est-ce que tu faisais pour t'alimenter, là? Dans le cas de Utown, on est dans un Montréal, mais dans l'univers d'à côté. Ça se passe dans les années 90.
Puis c'est une des raisons pourquoi ça se passe pas littéralement à Montréal. Je voulais pas parler du référendum. C'est Ouais. niaiseux de même, là. Fait que, mais c'est absolument inspiré de beaucoup de quartiers ouvriers de Montréal. Moi, je suis quelqu'un qui prend des photos de terrain vague depuis que j'ai 16-17 ans. J'ai des milliers de photos de clôtures, de fonds de ruelles et très, très peu contenant des humains. Fait que j'ai une banque de références. Comme ton personnage, d'ailleurs. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça devient, on brise presque le quatrième mur. Dans le cas d'une BD, ben c'est sûr que moi, j'ai la chance de dessiner littéralement. Tu sais, fait que le stimuli visuel, il est là. Ouais. Mais j'essaie le plus possible de planter ça dans un décor qui est plausible, qui est imparfait. Je dessine en utilisant très peu de règles. C'est croche comme une ville peut être croche. Puis j'essaie de passer l'ambiance à travers le dessin, surtout quand il y a des grands plans de décor. Par exemple, j'ai 2 personnages qui vont se promener. Bien là, il va y avoir un panneau de publicité qui annonce des condos. Mais tu sais, c'est pas ça le sujet de la case. Les personnages marchent, ont des dialogues, mais sur le coin, tu vas avoir le panneau avec les espèces de projections un peu boboches de condos à venir, puis couvert de graffitis, tu sais, Ouais. pas de condos. Ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai mis partout dans la BD pour qu'on comprenne que le combat des citoyens, puis cette espèce de lutte-là constante entre les classes, c'est pas juste dans les dialogues entre les personnages et l'action du livre, ça arrive toujours dans le background. Ouais. Fait que j'essaie de montrer ça le plus possible. Ah ouais. Toi, Maryse, moi, j'ai grandi en banlieue. Alors, j'ai reconnu un certain spleen. Tu sais, quand on est jeune puis on grandit en banlieue, la seule chose à laquelle on pense, c'est ah, quand je vais sortir d'ici, je veux sortir de la banlieue. Est-ce que donc, tu t'es reconnecté à tes sentiments d'adolescente quand tu écrivais? Comment tu as réussi à rendre cette espèce de sentiment-là là, d'étouffement, en fait, là, quand on parle de la banlieue? Puis pourtant, j'ai pas été, on n'est pas malheureux d'avoir vécu là, mais en même temps, on a hâte d'en sortir. Oui, ben je pense que c'est un lieu qui est extrêmement frustrant quand on est adolescente. Parce que je trouve que c'est un. Je l'ai déjà dit ailleurs, là, mais je trouve que c'est un lieu où chaque lieu a un usage qui est défini dans la façon dont ça a été construit. Puis il n'y a vraiment pas de possibilité d'en déroger. Il n'y a pas de possibilité d'inventer son propre parcours, d'inventer son propre usage des lieux. Puis les adolescents dans mon livre, ou même moi quand j'étais adolescente, là, c'est ça qu'on faisait. T'sais, on fumait du pot dans des endroits où c'était pas censé se passer. Puis il y avait aussi, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est je trouve que ces lieux-là ont été construits très violemment, comme d'une shot, un peu comme une espèce de boîte en carton qui se déplie. Puis je trouve ça fascinant comment ça côtoie des espaces qui sont complètement abandonnés à la nature, là, des champs. Finalement, c'était des champs agricoles, là, les banlieues, avant de devenir les banlieues qu'on connaît à l'américaine. Donc, les adolescents, ce qu'ils font, c'est qu'ils réinvestissent ces lieux-là qui sont limitrophes, qui sont les friches, qui sont les boisés. C'est aussi une banlieue, la banlieue que je décris, celle où j'ai grandi, c'est une banlieue où il y a quand même des espaces naturels. C'est une chance, là, parce qu'il y a des banlieues que c'est vraiment pas ça. Mais, ouais, c'est comme le... Je sais pas, je trouve... ouais, c'est ça. Je trouve que c'est... je trouve ça vraiment drôle... quand on arrive dans la banlieue, puis qu'on traverse les autoroutes, puis c'est comme l'espace de l'autoroute, c'est tellement, je sais pas, c'est comme une violence qui est mise sur le paysage. Ouais. Puis là, après, on arrive là, on dirait que tout a été plaqué. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Donc, je trouvais ça intéressant de camper des adolescents vraiment dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qu'ils n'ont pas choisi, puis qui sont en révolte contre ça, ils essaient de le subvertir. Ouais. Je trouvais que tout était trop propre. Même quand je reviens, mon père habite toujours en banlieue, puis même quand j'y retourne, je vis comme une sensation de malaise que j'arrive pas trop à m'expliquer, mais je pense que je suis comme très sensible au lieu aussi. Ouais. Tu sais, comme je pense que tu parlais de la subjectivité, je sais pas si c'est toi qui en parlais, mais tu sais qu'on on ressent, ça influence la subjectivité, les lieux. Mon livre parle un peu de ça. Donc, ouais, je pense aussi qu'il y a comme cette espèce de truc que chacun a tellement son espace qui est limité, puis on s'observe un peu les uns les autres. Ça, je trouve ça particulier. Tu sais, c'est comme s'il y avait un peu une compétition au bonheur. Oui, c'est vrai. J'ai le goût de vous poser une question aux mères. Tu sais,
dans les 3 livres, on voit beaucoup, justement, les marginaux, les jeunes, être exclus un peu de la ville, les artistes qui peinent à se trouver, comme Cam disait au début. C'est souvent les artistes qui arrivent dans un quartier puis qui rend le quartier cool et intéressant, puis après, l'argent suit, puis les artistes sont les premiers à être chassés de ce quartier-là. Quand on est maire, est-ce qu'on se dit, il faut que j'essaie de garder justement cette force créatrice-là, les artistes, il faut que je leur garde une place, il faut que je me batte pour ne pas les perdre, pour pas qu'ils se sauvent, pour pas qu'ils s'en aillent ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur aux politiciens puis aux décideurs ou c'est quelque chose à laquelle ils ne pensent même pas? Je pense que ça dépend évidemment des élus. Donc, chaque élu a un peu leur couleur, leurs priorités, leurs expériences. Il y en a pour qui, oui. Je pense que Montréal, dans le passé, a fait des différentes initiatives. À Laval, on a acheté des maisons patrimoniales dans les dernières années pour en faire des... En fait, on essaie même de créer des nouveaux lieux de création qui n'existaient pas juste de maintenir ceux qui existent. Mais évidemment, en politique, tout dépend un peu de l'orientation des gens qui sont élus. Ouais. Je peux comprendre que pour certains, des fois, c'est pas sur leur radar. Ouais. Mais moi, je considère que c'est une force. En fait, toute mixité est un avantage, à mon avis. Une ville qui est trop similaire, où tout le monde où tout est en copier-coller, c'est pas forcément un endroit intéressant où vivre. Ouais. Donc, il faut favoriser la présence des artistes, mais il faut favoriser la présence des inventeurs, des entrepreneurs, donc un peu de n'importe qui. Au final, si on est plus diversifié, d'après moi, on va être plus résilient. Sauf que les artistes, c'est souvent les plus pauvres, malheureusement. Les entrepreneurs, eux autres, ils sont un petit peu plus en moyen, mais c'est ça, les Ça artistes. dépend lesquels. Oui. Si j'avais à vous demander chacun une chose que vous changeriez dans la ville, on va prendre Montréal puis Laval pour vous, mais une chose qui ferait que ce serait un milieu de vie plus intéressant, plus solidaire, plus agréable à vivre, ce serait quoi? Moins de voitures. Ah. Universellement, partout, en tout temps, moins de voitures. C'est un modèle de transport qui est totalement dépassé, qui rend les gens malades, qui rend les gens malheureux. Puis je dis ça, habitant un quartier très central. Là. Puis non seulement ça, mais remplacer la voiture par la myriade de moyens de transport que l'humanité s'est forcée à inventer. Là. On a tellement de façons de se déplacer dans nos milieux de vie que je peux pas croire qu'on se fait encore violenter par les chars. Je sais que je sonne très... Ouais. Mais c'est tellement plaisant maintenant faire du vélo à Montréal. Moi, j'ai fait du vélo dans relativement des petites distances, là, ce qui m'a permis de rester en vie, j'imagine, à travers Montréal. Puis maintenant, je veux pas que ça arrête l'expansion des réseaux cyclables, puis amener les vélos dans les métros. J'ai l'impression qu'on est tellement proche d'une petite révolution de bicyclettes que moi, en ce moment, c'est ça qui m'intéresse. Là. Je veux qu'on puisse continuer à se déplacer selon nos envies. OK. Maryse, toi, qu'est-ce que tu changerais? Ça va avoir l'air un peu ordinaire, mais une meilleure planification des chantiers. Ah, oui. Mais c'est vrai, puis tu parles de vélo, mais je trouve que souvent les vélos, ils sont quand même touchés là, par les chantiers. Ça nous enlève la sécurité dans nos déplacements. Fait que, ouais. Mais je sais pas, il y a des villes, on dirait, ils ont comme pas de chantier de construction. Je sais pas pourquoi, là, mais quand tu vas à Toronto, c'est pas comme ça. Bref. Moi, j'aurais pu dire les voitures, fait que je vais aller dans ton sens puis dire, comme on ferme les rues là, puis qu'il n'y a plus de voitures, on utilise les rues pour créer une sorte d'espace d'entre-deux liminaire. Moi, une chose que je trouve très difficile en ville, c'est dès que tu sors de chez toi, tu es tout de suite dans la rue. Tu es tout de suite, il y a des voitures qui passent, il y a des, où tu es sur le trottoir. Puis je trouve que moi, j'aurais besoin d'un petit tampon. Puis je me dis, quand les rues seront fermées puis qu'il n'y aura plus de voitures, on pourrait utiliser la rue comme espace où on peut se rencontrer, où on peut prendre notre temps, marcher tranquillement, errer plus facilement, autrement que sur le trottoir. Donc, ouais, moi, je pense que ça me manque. Puis aussi un lieu de rencontre. Tu sais, c'est difficile. Souvent, c'est les espaces privés, l'hiver en particulier, où on peut se rencontrer. Puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lieux publics, sauf les parcs l'été, où on peut se retrouver avec d'autres personnes.
ça rejoint pas mal ce que vous écrivez dans votre livre. ça. En fait, j'allais Je vous dire, comme laisse le mot de Kevin, la plus fin. de lieux de rencontre, en effet. Puis je pense plus d'art urbain ou d'art public. Certaines personnes le voient comme une dépense superflue, que la ville investisse là-dedans. Moi, au contraire, si ça peut nous créer des émotions, nous faire rêver, susciter l'imagination, je pense que c'est intéressant, mais définitivement plus de lieux de rencontre. Bien, écoutez, on a déjà terminé là. Je vous remercie infiniment. C'est 4 livres très différents, mais sincèrement, je ne suis pas vendeuse de livres, je ne suis pas libraire non plus, je ne suis pas leur agent, mais je vous invite fortement à les lire parce que c'est 4 livres, j'ai vraiment eu des coups de cœur. Alors, pour Maryse Andraos, c'est Sans refuge, elle est aux éditions Remue-Ménage, je le répète. Cab. Excuse-moi, c'est Cheval Doux. Ouais. Cheval Doux, excuse-moi. Je travaillais aux là, éditions mais ouais. Remue-Ménage, excuse-moi. Cheval Doux. Cab, Utown, Newtown, édition Nouvelle Adresse, une bande dessinée vraiment, vraiment bien. Kevin Lambert, que notre joie demeure chez Héliotrope. Et M. Stéphane Boyer, le maire de Laval, et non pas maire de Laval, Des quartiers sans voiture, de l'audace à la réalité aux éditions Somme Toute. Un essai vraiment chouette aussi qui nous donne à rêver d'autres genres de quartiers que ceux qu'on connaît présentement. Merci beaucoup Merci à tout le beaucoup. monde. Merci de votre Merci. attention.